Les armes nucléaires sont l'une des inventions les plus meurtrières de l'humanité. Lorsque la bombe atomique a été découverte, des millions de personnes dans le monde ont vu qu'il était possible pour leur ville d'être détruite à tout moment par un pouvoir rival. Dans les années 50, 5 ans après le bombardement atomique du Japon, l'Union soviétique et les États-Unis, les puissances nucléaires à cette époque, étaient encore en train de développer leur technologie atomique. À cette époque, le seul moyen d'usage des bombes nucléaires pour atteindre la cible d'attaque était de les lancer à partir des avions stratégiques, comme ce fut le cas pour Hiroshima. Mais d'un point de vue technique, c'était inefficace parce que ça nécessite des centaines d'heures de vol pour l'équipage, et en cas d'accident, une tragédie nucléaire pourrait se produire. Par conséquent, pour les puissances nucléaires du monde, il était nécessaire de trouver un moyen de mener une attaque nucléaire en quelques instants, d'une manière rapide et efficace, tout en rendant les attaques plus difficiles à intercepter. Et ils ont découvert un moyen de le faire. Le missile balistique intercontinental, ou l'IBM, capable de prendre des bombes atomiques partout dans le monde en moins d'une heure, capable d'effacer la population de tout un continent en quelques minutes. En février 2019, les États-Unis se sont retirés du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Le traité INF était un important accord de maîtrise des armements signé entre les États-Unis et l'Union soviétique à la fin de la guerre froide. Maintenant, avec le retrait des États-Unis du traité, la Russie a automatiquement suivi. Cela signifie que les deux superpuissances du monde en armement renoncent à un traité mettant en danger la sécurité mondiale, ce qui pourrait signifier un réarmement nucléaire en Europe et la fin de la protection européenne que les États-Unis avaient fournie jusqu'à présent. Mais du coup, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour le futur? Et quelles sont les conséquences de cette décision sur l'état de la sécurité mondiale? Nous essaierons de répondre à ces questions dans cette vidéo. C'est parti! Qui ont été les premiers à aller dans l'espace? Je sais que vous pensez savoir la réponse, les soviétiques. Mais ce n'est pas exactement le cas. Les premiers qui ont réussi à atteindre l'espace avec leur technologie étaient en fait les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, alors que la guerre faisait rage en Europe, Hitler voulait développer un système d'attaque qui permettrait d'éviter les systèmes anti-aériens des Alliés et leur permettre d'attaquer Londres et beaucoup d'autres cibles plus facilement. Ainsi, des scientifiques allemands ont développé le V2, le premier missile balistique de combat à longue portée. Mais Hitler n'était pas impressionné par le V2, estimant qu'il était coûteux et inefficace. Pourtant, il a soutenu la recherche qui a finalement consommé énormément de ressources nazies. Une fusée A4V2, lancée depuis une île de la côte baltique allemande, est devenue le premier objet connu pour atteindre l'espace, ayant parcouru 189 km. Cela a marqué le jour où l'humanité a touché l'espace pour la première fois. Après cela, l'Allemagne nazie utiliserait plusieurs de ses projectiles pour attaquer Londres, provoquant un nombre de morts de plus de 3000 à cause de ces missiles. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements alliés, y compris les Américains, Britanniques et Soviétiques, ont eu accès aux conceptions techniques du V2 et des scientifiques responsables de la création des fusées. Avec autant de connaissances et d'ingénieurs n'appartenant plus aux nazis, les fusées V2 allemandes de cette époque sont devenues les précurseurs des fusées modernes et des missiles, y compris ceux construits par les programmes spatiaux des États-Unis et de l'Union soviétique pendant la course à l'espace et plus tard la guerre froide. La dynamique des missiles et des roquettes a changé la donne complètement. Alors que les Alliés ont eu accès à la technologie, les Soviétiques ont été les premiers à placer un objet dans l'espace, le premier satellite artificiel de la planète, le Spoutnik. Cela a tellement alarmé les États-Unis qui ont considéré le lancement du Spoutnik dans l'espace comme une menace contre leur propre sécurité nationale. Ce fut l'un des principaux facteurs de motivation pour que les États-Unis se lancent dans la course à l'espace et avec elle le développement de roquettes et de missiles modernes. La technologie des missiles s'est peu à peu développée et perfectionnée. Les bombes atomiques ont été réduites en taille et la possibilité de les miniaturiser est devenue une réalité. Maintenant, il était non seulement possible de porter une ogive ou une bombe atomique sur un missile, mais il était possible d'en porter 10. L'efficacité des missiles balistiques n'avait aucun précédent ni point de comparaison lorsqu'ils ont été réalisés. Généralement, un avion ou un système de défense aérienne peut abattre un bombardier. Cependant, par exemple, un missile balistique intercontinental a décollé de la Terre à des vitesses supersoniques. Il a atteint l'espace à une vitesse orbitale de plusieurs mille kilomètres par heure et pourrait ensuite retourner sur Terre et frapper sa cible dans quelques minutes. Retracer et détruire une tête nucléaire ou un missile entrant est une tâche très difficile, voire impossible. Nous parlons d'un objet qui parcourt des milliers de kilomètres par heure, tombant du ciel, la taille d'une petite voiture, et nous n'avons que quelques minutes pour réagir. C'est le cas des missiles balistiques intercontinentaux, pouvant parcourir plus de 10 000 km. Ceux-ci peuvent décoller de n'importe quel point sur la planète, par exemple les États-Unis, survoler l'atmosphère en traversant l'océan Pacifique
et impacté la Corée du Nord en moins de 35 minutes, ne leur laissant pratiquement pas le temps de réagir. C'est pourquoi les États-Unis craignaient beaucoup le développement nucléaire et balistique de la Corée du Nord. Car si la Corée du Nord parvenait à mettre au point la technologie permettant à ses bombes nucléaires d'atteindre les États-Unis, Washington aurait beaucoup de difficultés à intercepter une attaque de Pyongyang. Plus la cible est proche, plus le coup est facile, rapide et fatal. Il serait plus difficile de se protéger d'une attaque nucléaire au cas où les missiles seraient à quelques dizaines ou centaines de kilomètres uniquement. Cette situation correspond exactement à celle qui s'est produite lors de la crise des missiles cubains de 1962, lorsque l'Union soviétique a transféré plusieurs missiles balistiques dotés d'une capacité nucléaire à Cuba, à quelques kilomètres de Miami à Floride. Ceci a eu lieu en réponse aux missiles que les États-Unis avaient disposés en Turquie, encerclant l'Union soviétique et menaçant d'une attaque nucléaire contre Moscou à quelques centaines de kilomètres. Cette crise des missiles a presque amené le monde à une brève et éphémère Troisième Guerre mondiale et à un passage thermonucléaire qui aurait détruit notre civilisation. Pendant la majeure partie de la guerre froide, le système balistique dissuadait les autres États de connaître les capacités nucléaires face à une situation donnée. La guerre froide a vu l'augmentation exponentielle des armes atomiques et des missiles intercontinentaux de tout type, taille et modèle. À un moment donné, l'humanité possédait plus de 100 000 armes atomiques, dont 95% étaient la propriété de l'Union soviétique et des États-Unis. Tout ce qu'il a fallu pour détruire Washington DC et Moscou, c'était un clic sur un bouton rouge et quelques minutes. De l'autre côté, le scénario le plus tendu a eu lieu en Europe, où le rideau de fer s'est levé, et l'Europe était divisée entre l'Europe centrale et orientale dominée par le pacte de Varsovie, et l'Europe occidentale dominée par l'OTAN. Outre le danger imminent d'une réaction soviétique qui préoccupait les gouvernements européens, le danger résidait dans les missiles balistiques à moyenne portée que possédaient les soviétiques et les occidentaux. Ce type de missile peut atteindre des cibles à 5000 km. Les missiles balistiques à moyenne portée ressemblent à tout autre type de missiles nucléaires, avec la particularité qu'ils sont conçus pour attaquer des cibles plus proches, de manière plus rapide et plus meurtrière. Ces types de missiles sont considérés comme extrêmement dangereux, car ils sont petits, mobiles et situés relativement près de leur cible potentielle. À la fin des années 1970, la Russie soviétique a déployé le missile SS-20 pour menacer des cibles en Europe occidentale, provoquant une alarme dans de nombreux pays membres de l'OTAN. Le missile SS-20 pouvait porter une tête thermonucléaire très puissante de 15 à 20 mégatonnes ou 10 têtes atomiques de 2 mégatonnes chacune. Avec un seul de ces missiles, la Russie pourrait détruire Paris, Madrid, Barcelone, Rome, Berlin, Londres, Varsovie, Athènes, Bruxelles et Amsterdam en moins de 25 minutes de ses installations de missiles dans son enclave située à Kaliningrad, au cœur de l'Union européenne. Cette menace constante a également obligé les Américains à installer en Europe des systèmes de missiles similaires qui auraient contenu Moscou dans le but de protéger l'Europe de tout acte nucléaire de la Russie. En bref, pendant les années 70, l'Europe de l'Ouest et de l'Est était en proie à des missiles balistiques à moyenne portée, garantissant une destruction mutuelle assurée en moins de 25 minutes. Afin de préserver la sécurité mondiale et nucléaire, les États-Unis et la Russie sont parvenus à un accord interdisant la fabrication et le développement de ce type de missiles, afin d'empêcher un armement et un réarmement ainsi qu'une augmentation substantielle de missiles dans toute l'Europe et le monde. Le traité INF marque la première fois que les superpuissances acceptent de réduire leurs arsenaux atomiques et de permettre des inspections exhaustives pour s'assurer que les États respectent les dispositions. Les États-Unis et l'Union soviétique ont détruit un total de 2692 missiles à courte et moyenne portée à la fin des années 80 et 1991 de leurs arsenaux atomiques. En revanche, depuis 2015, l'administration américaine accuse la Russie de ne pas mettre au point ce type de missiles. Il est supposé que la Russie aurait développé jusqu'à 100 de ces nouveaux types de missiles, ce qui violerait les règles du traité, car cela montre la possibilité d'attaque contre des cibles européennes telles que Paris, Londres ou Berlin. Récemment, la Russie et son président ont présenté fièrement au monde un nouveau missile, l'Avant-Garde, un missile hypersonique se déplaçant à une vitesse 27 fois supérieure à celle du son, et qui selon le Kremlin serait invincible et impossible à intercepter, et rendrait ainsi le système américain de défense antimissile inutile. Ce type de déclaration de Moscou n'a fait que confirmer à Washington que les véritables intentions du Kremlin ne sont pas celles énoncées dans le traité. Par conséquent, après des déclarations accusatrices des deux côtés, les États-Unis conduits par le président Trump ont annoncé qu'ils se retiraient du traité en raison du manque de sérieux et d'engagement de la Russie. Au bout d'un jour, la Fédération de Russie a emboîté le pas aux États-Unis, annulant sa participation au traité.
Les grands perdants et ceux qui craignent le plus cette décision sont les Européens, puisque l'abandon de la Russie et des États-Unis de ce traité donne la possibilité juridique à la Russie de développer de nouveaux missiles balistiques tactiques plus modernes, capables et efficaces de frapper les principales villes européennes. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que le retrait des États-Unis est une erreur, car ceux qui en paieront les conséquences ne seront pas les États-Unis, un pays situé à des milliers de kilomètres de la Russie, est doté de systèmes de défense extrêmement avancés, mais les Européens qui sont sans défense. Les États européens, toujours tributaires généralement de la protection de l'OTAN, fournie principalement par les États-Unis, subissent maintenant une grande déception de la part de leurs grands alliés. Surtout dans le cas de la France, qui a toute ses têtes nucléaires dans ses sous-marins atomiques. La France a démantelé ses silos nucléaires sur Terre pour empêcher que le territoire français soit attaqué en cas de guerre nucléaire. Mais vu la situation, l'armée française pourrait envisager de développer de nouveaux missiles balistiques à moyenne portée sur le territoire français afin de dissuader la Russie d'attaquer Paris. La décision des États-Unis et en particulier de Trump de suspendre et d'entamer le processus de retrait du traité INF laisse entrevoir la possibilité d'une nouvelle course aux armements nucléaires sans aucune limite. Tout le système qui réglemente et protège les traités de contrôle des armements est en train de s'effondrer à un moment où les tensions entre la Russie et l'Occident s'aggravent progressivement. Le retrait des États-Unis et de la Russie du traité INF entraînera le monde dans une nouvelle course aux armements nucléaires et pourrait mettre beaucoup plus de pression sur la situation en Europe et même dans la région Asie-Pacifique. Si nous ne prenons pas les mesures politiques correctes, nous pourrions nous retrouver très bientôt dans une situation similaire à la crise des missiles et avec un risque beaucoup plus réel compte tenu du nombre de pays dotés de l'arme nucléaire. Je vous transmets donc la question suivante. Que pensez-vous du retrait des États-Unis et de la Russie du traité ? Pensez-vous que la Russie violait le traité avec le test de ses nouveaux missiles hypersoniques et provoquait les États-Unis ? Pensez-vous que le système de missiles actuel devrait être réglementé ou déréglementé ? N'hésitez pas de laisser votre opinion en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine.